Alors, ça va. Parfait. Eh bien, bonjour. Donc, nous sommes avec Maître Zineb Nassiri Benani, qui est une avocate inscrite à Au Paris barreau. et au barreau. Voilà, je cherchais le mot. Au Ouais. barreau de Paris et de Casablanca. Et elle va nous parler des particularités à connaître pour la franchise au niveau international dans les contrats. Voilà. Donc, Maître Zineb Nassiri Benani, c'est à vous. Ravi de vous avoir et merci beaucoup de votre contribution. Merci à vous pour l'organisation de l'événement. Merci à l'ensemble des intervenants pour leur partage. C'était vraiment très, très intéressant. J'ai essayé d'écouter les intervenants qui étaient concernés par la matière juridique et j'espère qu'il n'y aura pas de redondance. J'ai essayé de ne pas euh, aborder les sujets qui ont déjà été discutés. Pour ma part, effectivement, étant inscrite au barreau de Paris, au barreau de Casablanca, j'accompagne principalement la clientèle sur des transactions internationales, transfrontalières. Donc, souvent, concrètement, des mises en place de contrats de franchise internationale. Et c'est pour ça que je vais aborder cette question avec vous. Je vais revenir un peu sur le fondamental du contrat de franchise. C'est une matière qui est régie principalement d'un point de vue contractuel. Donc, effectivement, dans beaucoup de pays, on ne trouve pas de réglementation de la franchise. On trouve rarement une législation applicable particulièrement au contrat de franchise. Et donc, on va s'appuyer principalement sur le contrat qui va être conclu entre les parties. Sauf à l'exception de quelques dispositions, notamment en France, qui sont prévues par la loi et qui permettent d'encadrer certains aspects du contrat de franchise. Si on part vers la slide suivante, on va revenir sur la notion de franchise, qui est une technique contractuelle aujourd'hui connue. Est-ce qu'on peut voir la slide suivante, s'il vous plaît? Par laquelle le franchiseur va mettre à disposition du franchisé des signes distinctifs et un savoir-faire qui est censé être original, technique ou commercial, qui est technique ou commercial, pour qu'il puisse produire et commercialiser des produits et services. Est-ce qu'on pourrait passer à... Je vois pas les slides en fait. Je pense que le partage d'écran n'a pas fonctionné. Non, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit. Donc, l'objectif, c'est vraiment de clarifier le fait que le contrat de franchise est défini par la loi en France, puisque il est prévu par un règlement Pardonnez-moi, européen. Pas de pardonnez-moi. souci, oui. Vous ne voyez pas le partage d'écran là? Non, Ah, non, pourtant, non. il est bon. Personnellement, je ne le vois pas. Alors, je vérifie si les autres le voient. Est-ce que les autres personnes peuvent me dire par le chat s'ils le voient, s'il vous plaît? Parce que moi, je vois que le partage fonctionne. C'est mieux si on le voit, le chat. Alors, est-ce que le partage fonctionne? Normalement, c'est bon, mais alors, personne ne me répond là sur le partage d'écran. Écoutez, et je pense que c'est au niveau de votre ordinateur, peut-être qu'il y a un souci parce que visiblement ça fonctionne, ça marche. Bon, on continue, hein. Désolé si vous avez un souci. Allez-y, pardon. Le règlement qui a défini le contrat de franchise a prévu les obligations qui sont censées y figurer. Donc, l'utilisation d'un nom, d'une enseigne commun et présentation uniforme de locaux, de moyens de transport, en tout cas tous les moyens utilisés dans le cadre de ce contrat. L'obligation pour le franchiseur de communiquer un savoir-faire aux franchisés et puis l'obligation de fourniture continue par le franchiseur au franchisé d'une assistance commerciale ou technique pendant toute la durée de l'accord. Donc, on va avoir ces éléments-là qui sont censés être les éléments constitutifs de la franchise, tout en sachant que, oui, maintenant on peut voir
les slides, tout en sachant qu'on peut avoir des franchises de différents types. Donc, on a les franchises commerciales qui portent sur la commercialisation de produits qu'on appelle franchises de distribution ou la fourniture de services, ce sont les franchises de services. Très bien. On a aussi les franchises industrielles ou de production. Ce sont des franchises par lesquelles le franchiseur accorde au franchisé le droit de fabriquer, de commercialiser les produits selon une technologie qu'il a mis au point. Donc, l'objectif, c'est vraiment de permettre un rayonnement d'un modèle mis en place par le franchiseur qui a connu un certain succès et ce rayonnement peut avoir lieu au niveau local ou au niveau international. Et c'est la question qui nous concerne aujourd'hui. Au niveau international, on va être sur un concept qui a eu du succès, qui va s'étendre à l'international. Donc, dans un pays différent du pays dans lequel il a été créé, dans lequel il a été évolué, ce qui va nécessiter une adaptation. Cette adaptation est causée par le fait qu'il y a un cadre juridique local différent. Effectivement, on ne peut pas faire fi de la loi applicable dans le pays du franchisé. Il faut vraiment en prendre connaissance et en avoir et avoir les informations suffisantes avant de mettre en place la franchise, avant de l'externaliser, de l'exporter. Pourquoi? Dans le cadre d'une franchise internationale, on va avoir ce qu'on appelle des règles de droit international privé qui vont s'appliquer. Donc, les règles de droit international privé vont régler ce que nous appelons les conflits de juridiction et les conflits de loi. Les conflits de juridiction, c'est le fait de savoir quel tribunal sera compétent dans le cadre d'un litige éventuel entre le franchiseur et le franchisé. C'est une question qui n'est pas anodine. Dans le cadre du règlement européen de 2012, on considère que c'est la loi du pays du défendeur. Donc, si le franchiseur prend l'initiative d'agir en justice, il devra agir au niveau des juridictions du franchisé. D'accord? Donc, il va devoir aller sur un tribunal qu'il ne connaît pas, des juridictions qu'il ne connaît pas. Et s'agissant de la matière contractuelle, on va être sur la loi du lieu d'exécution de l'obligation qui sera de base qui sert de base à la demande. Donc, le franchisé qui reproche quelque chose au franchiseur va devoir aller au pays du franchiseur et vice-versa. Ce qui est important de savoir, c'est que le règlement européen permet de choisir la juridiction compétente, d'où ce que nous allons voir tout à l'heure, l'importance des clauses attributives de juridiction, mais il va aussi pouvoir choisir la loi applicable, puisque les conflits de loi peuvent se poser régulièrement. Et donc, la loi applicable est un élément très important. Si une société, supposons de droit français, franchiseur, veut ouvrir une franchise au Maroc, euh, s'il maîtrise mieux le droit français, qu'il considère que le droit français est plus adapté à sa situation, l'idéal serait de prévoir une clause qui détermine la loi applicable et qui désigne le droit français. L'objectif étant de vraiment pouvoir avoir une prévisibilité de l'issue du litige qui dépendra de la loi qui va s'appliquer. Il faut savoir également qu'il y a des différences énormes d'un point de vue culturel et linguistique. Donc, il faut s'adapter et adapter le concept, surtout en matière de droit de la consommation. Si l'on prend le cas France-Maroc, le Maroc prévoit également une réglementation applicable à la protection du consommateur avec des obligations d'information particulières qui vont devoir être préparées en langue arabe et affichées en langue arabe, puisque c'est la loi officielle du Maroc. Donc, il va falloir vraiment s'adapter au niveau de tous les supports qui sont fournis aux franchisés et toute la documentation pour que on soit, comment dire, pour qu'on s'adapte qu'on soit conforme à la réglementation en matière du droit de la consommation. Il existe également une réglementation douanière qui va différer d'un pays à un autre. Monsieur Kabedi a parlé de la propriété intellectuelle. Alors effectivement, au Maroc, par exemple, il est important, si vous voulez demain pouvoir protéger votre concept, de protéger votre marque. Parfois, le franchiseur peut déléguer cette tâche-là au franchisé, ce que je vous déconseille. Il faut vraiment au préalable protéger la marque. Il faut au préalable
prévoir dans le contrat de franchise les conditions d'utilisation de la marque et de tout le visuel qui est rattaché au concept pour que vous puissiez être certain que ce soit protégé au niveau local. Et puis une spécificité, alors les pays ont toutes des spécificités. Il y a des pays dans lesquels vous serez obligé de vous associer si vous voulez ouvrir une franchise à un entrepreneur local. Au Maroc, on a une spécificité particulière qui est celle de la réglementation d'échange. Donc, en droit marocain, on ne peut pas faire des mouvements financiers d'un pays à l'autre librement. Il y a une réglementation stricte de la sortie, de toute sortie de devises du territoire marocain, ce qui nécessite généralement qu'on prépare avec les franchiseurs un dossier dans ce sens pour qu'ils puissent obtenir le paiement de ces redevances régulièrement sans risquer une sanction de l'office d'échange parce que éventuellement des montants sont considérés comme avoir été transférés de façon illégale, sachant que la loi, justement la réglementation d'échange, prévoit les mentions qu'il est nécessaire de mettre dans le contrat de franchise pour que les redevances puissent être transférées librement sans qu'il n'y ait sanction. Sachant que la sanction en matière d'échange, c'est 5 fois, une amende de 5 fois le montant qu'on considère avoir été transféré librement. Donc, c'est assez conséquent. C'est pour ça que je conseille vraiment que les contrats de franchise internationale soient toujours revus par un avocat local qui connaît la réglementation locale et qui peut faire attention à ces détails-là qu'on ne connaît pas forcément. Donc, lorsqu'on souhaite s'exporter dans le cadre d'une franchise, effectivement, on a trois types de contrats qu'on peut mettre en place. On a le master, le contrat de master franchise qui permet de conférer une exclusivité territoriale à une société qui va, elle, pouvoir développer le concept au niveau local en mettant en place un réseau de franchisés sur le territoire qui est déterminé. Donc, c'est un contrat qui a vraiment des particularités différentes d'un contrat de franchise directe. Le contrat de franchise directe, effectivement, doit être revu pour qu'il soit adapté aux lois de police et à la réglementation locale. Et puis, on peut même ouvrir directement la franchise dans le cadre d'un partenariat local avec une société qui va se charger justement de faciliter. C'est en général comme un facilitateur qui va se charger de faciliter certains éléments, certaines démarches au niveau local. Si l'on revient sur les obligations des parties dans le cadre du contrat de franchise internationale, c'est la slide suivante. Donc, on va être sur vraiment les obligations classiques d'un contrat de franchise. Il faut mettre à disposition la marque. Il faut s'assurer de transmettre le savoir-faire de façon loyale. Il faut s'engager à la formation et à l'assistance technique et commerciale. Et surtout, le franchiseur doit faire le suivi de son R&D, ses concepts marketing, etc., pour permettre au franchisé qui va se charger au niveau local de porter la marque, de pouvoir aussi avoir une communication efficace. Ce qu'il faut savoir, mais ça a été discuté, donc je ne reviendrai pas longtemps dessus, c'est que quand vous allez sur un contrat de franchise internationale, ça ne vous empêche pas, enfin, ça n'enlève pas votre obligation d'information précontractuelle qui a été discutée tout à l'heure, qui surtout si en plus vous prévoyez l'application du droit français doit être respectée. Donc c'est un contrat, c'est un document que vous remettez au franchisé 20 jours avant la signature du contrat de franchise qui lui permet de s'assurer d'être pleinement informé. Pourquoi ce document est important? C'est parce que le non-respect de cette obligation est sanctionné. Elle est sanctionnée au niveau pénal par une amende de 5e classe. Ça encore, ce n'est pas très, très important. Mais d'un point de vue civil, elle est sanctionnée par la nullité éventuelle du contrat, on s'est engagé sans une information suffisante. Elle est sanctionnée par
euh, la, la restitution des redevances qui ont été payées par le franchisé. Elle peut être sanctionnée par la restitution de marges perçues. Elle peut être sanctionnée par des dommages et intérêts qui réparent le préjudice subi par le franchisé. Donc, c'est une obligation qui est très, très importante et qui est primordiale. Et le cabinet, en tout cas local, qui va revoir votre contrat de franchise doit aussi avoir connaissance du DIP, vu qu'il faut qu'il puisse s'assurer que le contenu est adapté justement au droit local et qu'il ne viole pas une réglementation particulière applicable dans le pays concerné. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante si c'est possible. Oui, Oui. Slide suivante encore. encore. Oui, merci. Et bon, le franchisé va avoir également les mêmes obligations que dans le cadre d'un contrat local. Donc, il va falloir respecter toutes les obligations prévues par le contrat, essentiellement la confidentialité. Vous pouvez prévoir une obligation de non-concurrence. Il va devoir se former, payer les royalties, toutes les redevances qui sont prévues par le contrat. Donc là, on est vraiment sur des clauses plutôt classiques qu'on va retrouver dans tous les contrats de franchise. Les éléments sur lesquels je vais attirer votre attention et qui sont prévus dans la slide suivante, ce sont vraiment les clauses que je considère comme étant sensibles. Donc, vous allez avoir sur la slide suivante la clause d'exclusivité territoriale. Donc, l'exclusivité doit être définie de façon très claire dans le contrat. Vous devez vraiment définir le territoire sans laisser d'ambiguïté. Si vous mettez en place, si vous mettez un contrat région Nord ou le Maroc, mais sans vraiment déterminer, vous pouvez avoir parfois des différences d'interprétation. Donc, la clause d'exclusivité à rédiger de façon, en y faisant très attention. La clause de non-concurrence également à prévoir pour vous prémunir contre un franchisé qui va reprendre un concept ou aller voir un concurrent tout en ayant bénéficié de votre savoir-faire suite à une rupture éventuelle du contrat. Le droit applicable et la juridiction compétente. Le droit applicable, allez sur le droit que vous connaissez et que vous maîtrisez, qui est le plus favorable pour vous. Et ça, vous allez avoir vos conseils qui vont pouvoir vous indiquer qui est le plus adapté. Quant à la juridiction compétente, ça aussi c'est très important. Le confrère a parlé tout à l'heure d'une clause avec un arbitrage à New York, etc. C'est vraiment important justement pour protéger la validité de votre clause, de prévoir une juridiction compétente qui a un lien avec votre contrat, donc un lien avec votre activité et votre contrat. Si vous êtes franchiseur France, vous avez des franchises en Afrique et vous prévoyez un tribunal compétent à Tokyo, ça va être un peu compliqué de défendre la clause. Donc vraiment prévoyez une juridiction qui a une proximité pour vous aussi. En France, une juridiction peut-être qui voit un maximum de dossiers en matière de contrat de franchise parce que ça vous permet aussi d'avoir une prévisibilité sur l'issue du litige. En matière de gestion des litiges, généralement, je conseille la mise en place de clauses de médiation. Donc, le contrat de franchise, je considère personnellement que c'est un contrat qui est assez complexe. Ça nécessite énormément de préparation, de coûts pour mettre en place un contrat de franchise. Et la rupture de contrat va avoir des effets qui devront être gérés de part et d'autre, le franchisé et le franchiseur. Ce que je propose généralement, c'est mettre en place une clause de règlement amiable ou de médiation. Ça permet, avant d'aller au litige, aux parties de se retrouver, d'éventuellement comprendre l'origine du litige et de trouver une solution qui va permettre le maintien de la relation contractuelle, parce que ça affecte aussi la marque. Quand on a un franchisé qui ferme du jour au lendemain, l'image de la franchise vis-à-vis du consommateur peut être affectée. Donc, la médiation va permettre éventuellement d'éviter une rupture brutale de la relation ou de permettre un maintien de la relation. L'arbitrage peut être très intéressant parce que c'est beaucoup plus rapide que la justice étatique. Donc, vous allez avoir une solution beaucoup plus rapide de votre litige, éventuellement pouvoir repartir sur
un nouveau contrat de franchise avec une autre société sans attendre peut-être 3, 4, 5 ans de litige avec le franchisé actuel. Donc, pensez à revoir les modalités de gestion des litiges, les manières, enfin, en tout cas la manière dont vous voulez que votre litige soit résolu pour pouvoir éventuellement favoriser une continuité de l'activité dans les conditions les plus favorables. Prévoyez les modalités de sortie de façon précise. Et c'est vraiment important d'être dans la prévisibilité quand on est en train de rédiger un contrat de franchise. Et tout à l'heure, nous avons parlé de l'intuitu personae. Effectivement, il faut prévoir dans le contrat, si nous sommes dans le cadre d'un contrat intuitu personae, qu'est-ce qui va se passer lorsque le franchiseur veut céder sa marque ou s'il veut faire une scission, fusion avec une autre société. Donc ça se prévoit, ce sont des clauses classiques et il ne faut pas faire l'économie de les mettre en place dans les contrats. Et pareillement pour le franchisé, est-ce que le franchisé peut céder son contrat de franchise à un tiers? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un changement de gérant? Donc, tous ces éléments-là sont prévus généralement dans les contrats. On conseille les clients d'y penser et de ne pas faire l'économie de ces clauses-là. Sur la slide suivante, donc on a la conformité à la réglementation locale. Donc, comme je vous ai dit, il existe dans toutes les lois des règles de police. Donc, normalement, Il nous reste 5 notamment, minutes, hein. Il nous reste 5 rapidement, minutes. notamment Oui. le droit de la concurrence. Donc, il faut se renseigner. Faites un audit. Moi, ce que je conseille, c'est de faire une opinion juridique par un avocat local avant d'envisager d'ouvrir une franchise dans un pays. Ça permet de faire le tour de la question et de savoir à quoi on s'engage rapidement. C'est intéressant aussi de connaître les leviers d'investissement qu'on peut avoir dans ce pays-là. À titre d'exemple, au Maroc, on a une charte de l'investissement qui prévoit des subventions qui peuvent aller jusqu'à 30% de l'investissement à des conditions particulières, avec des primes de 10 ou 20% complémentaires qui vous permettent justement d'avoir des facilités d'accès à ce marché-là et un accompagnement assez intéressant. La traduction des contrats dont a parlé le confrère, il faut faire valider la traduction par des avocats parce qu'un traducteur qui ne sait pas utiliser le bon terme pour traduire une terminologie dans le contrat, ça peut avoir des effets sur la manière dont ça va être interprété par les tribunaux. Mettre en place un manuel opérationnel, ça, je pense qu'il y a un franchisé qui en a parlé tout à l'heure. Il faut le faire, ça permet de revenir et de retrouver l'information condensée dans au niveau de la même source pour pouvoir avancer rapidement. Et puis, je vais finir par là pour qu'on puisse que je puisse éventuellement répondre à des questions. L'outil principal que vous avez quand vous mettez en place une franchise internationale, c'est votre contrat. Je pense que vous devez toujours mettre un focus sur la manière dont le contrat est rédigé et sur la sécurisation du contrat parce que c'est la base et c'est à ça que vous allez vous référer si demain vous avez le moindre différend avec votre franchisé. Très bien, très très bien. On me signale qu'il y a des problèmes de chat, donc je vais essayer de résoudre ça pour le prochain webinaire. Alors moi, j'ai les questions que j'ai eues, euh, qui sont en lien avec justement plutôt le Maroc. On me demande quel est, alors pour avoir assisté à des discours sur le sujet, je sais que ça peut être compliqué. On me demande est-ce que la législation marocaine est aujourd'hui adaptée à la franchise? Oui, c'est un grand débat. En droit marocain, il n'existe pas de loi applicable au contrat de franchise, mais nous avons un code de commerce, nous avons un droit de la concurrence, nous avons un droit de protection du consommateur. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de franchises internationales qui se sont installées au Maroc. J'en ai accompagné certaines. Ce qui est important, si vous voulez vous installer au Maroc, c'est l'information préalable que vous allez recevoir, donc la manière dont vous allez préparer votre relation au franchisé, votre installation. C'est l'exemple que je vous ai donné de la réglementation d'échange. Le contrat doit prévoir certains éléments que l'office d'échange va regarder quand il va contrôler les sorties de devises relatives aux redevances. Donc, il faut vraiment être pleinement informé avant de mettre en place le contrat de franchise. Il faut que le contrat soit adapté à la loi marocaine sur
les éléments qui concernent les lois de police, donc les lois qui sont impératives, et surtout au quotidien, il faut un accompagnement du franchisé pour s'assurer justement que la marque est protégée au niveau local, mais toutes les franchises internationales qui sont installées depuis très longtemps au Maroc, d'ailleurs, ça ne date pas d'hier, fonctionnent parfaitement bien. Il y a une appétence pour beaucoup de marques qui sont connues par le marché local et qui connaissent souvent un certain engouement. Donc moi, c'est quelque chose comment dire, que j'encourage beaucoup. D'accord. Alors, deuxième question qui est posée, c'est n'y a-t-il pas besoin au Maroc, comme dans la plupart des pays africains, hors Tunisie, d'une loi sur l'information précontractuelle pour garantir ou pour aider à garantir que de l'information suffisante et claire du futur franchisé avant de signer un contrat? Je pense que oui, moi je suis tout à fait d'accord avec l'initiative de la Tunisie et je trouve que c'est très très important. Personnellement, les franchiseurs qui viennent me voir pour s'installer au Maroc, je leur recommande de le faire parce que ça permet aussi de les prémunir contre un contentieux demain du franchisé qui va prétendre éventuellement ne pas avoir été suffisamment informé. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Je n'ai pas vent d'un projet dans ce sens. Je ne pense pas que ça va se faire dans l'immédiat, mais je pense que ça peut être un positif pour, en tout cas, de part et d'autre, pour le franchisé et le franchiseur. Rien n'empêche de toute façon un franchiseur d'utiliser un document conforme à la loi Doubin sans d'y être obligé. Oui, on le fait, mes clients le font et je considère que ça leur permet, si jamais demain il y a un conflit avec le franchisé, de s'en prévaloir par rapport à l'information qui est communiquée dans ce document-là. Très bien. Eh bien, Maître Benani Zani, pardon, Zineb. Nassiri Benani, pardon. Oui. Je trafique votre nom, c'est pas gentil. C'est la Désolé. fatigue, c'est Oui, ça l'a normal. fatigue. C'est depuis ce C'est matin hein, beaucoup de que. Bon. concentration. Oui, 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 oui. Et Oui, puis, merci beaucoup, c'est très intéressant. avec Alors, on plaisir. aura l'occasion de refaire quelque chose sur le plan juridique, je pense, en septembre-octobre, parce qu'il y a beaucoup Mhm. de sujets à couvrir, beaucoup de conseils à donner, et il y a aussi nécessité sur un continent où la franchise n'est pas encore aussi connue. Tout le monde n'est pas enfin, le Maroc connaît déjà très bien la franchise, mais dans l'Afrique subsaharienne, c'est quand même moins développé et même dans certaines régions du Maroc, il y a encore du travail à faire. Donc, on a besoin aussi d'expliquer les bases de la franchise, les bases du contrat de franchise, et pas seulement de parler d'international, d'autant plus qu'il va falloir de plus en plus accompagner des franchiseurs africains et marocains Ouais. pour la Mhm. création dans leur propre pays, mais aussi pour l'export. Et Dieu sait si le Maroc, notamment puisque vous êtes franco-marocaine, Dieu sait si le Maroc a des ambitions à l'export, hein, ça c'est clair. Oui, effectivement, effectivement. C'est tout à Merci fait vrai. beaucoup. Merci Avec beaucoup, Maître plaisir. Benali.